Bonjour, le vendredi c'est n'importe qui et aujourd'hui c'est moi. Je m'appelle Laurence, j'ai remplacé Caroline pendant son congé maternité. Vous m'avez peut-être déjà vu dans le Point Info. Et puis aujourd'hui au sommaire, nous avons À lire à voir, Pourquoi on est là, un reportage sur le Toulouse Game Show 2014, les oubliés de la Playhistoire sur le premier jeu électronique de l'histoire, Autorace, mais tout de suite, les news. La 3DS XL sera bientôt un objet collector, du moins dans les magasins japonais. 2 ans à peine après sa sortie, sa production devrait être arrêtée au profit de sa petite sœur, la New 3DS. Pour rappel, la nouvelle version intégrera une batterie et un processeur plus efficace, une puce NFC pour faire fonctionner Amiibo et autres Skylander, des coques personnalisables et surtout, un deuxième stick que l'on imagine bien pratique dans un Smash Bros ou dans un Monster Hunter. La New 3DS est disponible au Japon et en Australie depuis plusieurs semaines. Elle devrait arriver en Europe au début de l'année 2015. Souvenez-vous, c'était lors d'une froide journée de décembre 1994. En réponse au Virtua Fighter de Sega, Namco nous proposait sa propre vision du jeu de combat en 3D en sortant Tekken, premier du nom. 20 ans plus tard, la série est toujours aussi populaire. Elle s'apprête d'ailleurs à accueillir un 7e épisode proposant de nouveaux persos bien sûr, une update graphique avec un jeu qui tourne sous Unreal Engine 4, mais aussi de nouvelles mécaniques comme le Power Crush, évoquant pas mal la Focus Attack du dernier Street Fighter. Tekken 7 n'a pas encore de date de sortie officielle sur console, mais sa version arcade est prévue pour le mois de février au Japon. Pile à temps pour les fêtes, Kingdom Hearts HD 2.5 Remix sort, sans oublier de dévoiler ses derniers trailers par la même occasion. Des trailers qui présentent des personnages et des mondes issus des univers Final Fantasy, puisque c'est bien dans leur alliance qu'est l'essence de la série. Série dont la compilation 2.5 Remix réunit 2 épisodes complets, à savoir Kingdom Hearts 2 et Birth by Sleep en version Final Mix, ainsi que l'ensemble des cinématiques de Recoded. Le tout en HD bien évidemment et sur PS3 uniquement. Une bonne manière pour les fans d'attendre le véritable 3e épisode. Une vidéo de ce titre qui se fait désirer aurait été montrée à une poignée d'invités à l'occasion d'un événement organisé récemment à Los Angeles. S'y serait montré Sora évoluant dans son costume du 2e volet, une Keyblade transformable en pistolet à la main. Il évolue au milieu d'une nouvelle ville qui pourrait bien s'appeler Cable Town. Le trailer n'ayant pas encore été publié officiellement, il faudra se contenter de ça pour le moment en espérant pouvoir en apprendre ou en voir davantage d'ici 2015. Alors comment je suis arrivée à No Life? En juillet, Cyril Lombard m'appelle et me dit bon, on a besoin de quelqu'un, Caroline elle est partie en congé maternité, et est-ce que ça te dit de faire les live reports? Alors moi j'arrive et j'ai aucune licence de japonais et je fais bon, pourquoi pas, et tout compte fait, je remplace Caroline, j'arrive à peu près à traduire les interviews et c'est là que je me suis dit ah, toutes ces heures passées sur des jeux de drague pour filles, ça m'a bien servi. Voilà, et tout de suite, à lire à voir. Il y a tant d'horizons à explorer, tant d'œuvres à lire, à voir une fois de plus. De la fantaisie, de l'exploration spatiale, que ce soit en Chine ou en Gaule, pour les lecteurs les plus jeunes ou les plus avertis, il serait dommage de se priver d'une jolie découverte. Alors on embarque pour un nouveau périple. Les éditions Lumen continuent d'explorer l'univers de Final Fantasy. Ce roman, appelé Final Fantasy X 2.5, Le prix de l'éternité, est écrit par Nojima Kazushige, scénariste de nombreux épisodes de la célèbre série de Square Enix, dont Final Fantasy VII et X. Après avoir exploré Final Fantasy VII et Final Fantasy XIII, cette fois, les lecteurs pourront retrouver Tidus et Yuna échoués sur une île inconnue, quelques temps après leurs aventures vécues dans Final Fantasy X. À la fin des années 70, Matsumoto Leiji, créateur d'Harlock et Yamato, publiait en 4 volumes les aventures d'un autre illustre personnage de son univers, Queen Emeraldas. Les éditions Kana publient depuis le 5 décembre dans leur collection Sensei l'intégralité de cette série en un seul volume. Le pavé de 848 pages coûte 25 € et devrait devenir instantanément un incontournable pour tout amateur des corsaires de l'espace. En plus, le volume contient 2 histoires bonus et 2 histoires inédites restaurées.
Dans un tout autre registre, il faut signaler la sortie en port en HD du film fantastique de Clive Barker, Nightbreed, appelé Cabal chez nous. Un long métrage culte qui, grâce à la persévérance de la communauté des fans du site Occupy Median, bénéficie pour la première fois d'un director's cut, et ce, quasiment 25 ans après sa sortie cinéma. Cette version compte environ 40 minutes de scènes inédites et possède une fin alternative. Elle met en scène David Cronenberg en psychopathe masqué et une communauté de monstres pas si diaboliques que ça face à la cruauté des hommes. Le disque est disponible en version américaine simple ou dans un coffret numéroté bourré de suppléments passionnants. Elle comprend aussi la version courte du film. Ce Blu-ray est malheureusement réservé aux fans anglophones dotés d'un lecteur multizone. Tous les disques sont, hélas, zonés US pour des questions de droit sur le territoire européen. Yukio Holder est la nouvelle série d'Akamatsu Ken, l'auteur de Love Hina et de Negima. Le succès auprès du public de ces histoires n'est plus à prouver, même si pour certains, cela pourrait représenter l'archétype de l'histoire shonen. L'histoire prend place visiblement dans l'univers de Negima, environ 70 ans après la fin de l'histoire du célèbre magicien. Konoe Tota, un descendant de Negi, décide de partir à la capitale à la découverte d'un ascenseur orbital qui le fait rêver. À ses côtés, la vampire Evangeline AC McDowell, qui du haut de ses 700 ans surveille le jeune homme. L'humour reste léger et typique du genre. L'auteur ne peut s'empêcher de mettre un passage dans un onsen dès le premier volume. Pourtant, ces premiers tomes, disponibles chez Pika depuis octobre, recèlent quelques moments de noirceur assez surprenants. Comme si ces personnages si frais avaient été assaisonnés d'une pointe d'Akame ga Kill. Benjamin est un artiste chinois qui a déjà eu l'occasion de venir à Japan Expo. Certains ont d'ailleurs peut-être déjà eu la chance de l'y croiser. Il a sorti récemment son nouveau recueil Chinese Girls chez Pika. Sublime compilation d'illustrations agrémentée de quelques textes, on retrouve son style caractéristique proche d'un rendu acrylique. La maîtrise des outils numériques par l'artiste est évidente, mais il est loin de se limiter à cela. Ce livre, Ode à la jante féminine, est édité en 2 versions. Un format album au prix très accessible, et une superbe édition beau livre d'un format imposant, enrichi d'une centaine de croquis sur un papier différent, mais forcément plus onéreuse. Pika semble avoir la volonté de ne pas se cantonner qu'au manga et veut mettre en avant également ses artistes chinois. Par exemple, le dessinateur et scénariste Chuan In. Dans le monde de Wan Wan, 2 tomes disponibles depuis novembre, les lecteurs les plus jeunes peuvent découvrir sous la forme d'un journal intime la vie de Didi, le surnom de l'auteur, et les facéties de Wan Wan, son adorable chiot. Un album tout en couleurs, tout en tendresse, accessible et recommandé à tous. Pour continuer sur les compagnons les plus fidèles de l'homme, Le Paradis des chiens de Tatsuyama Sayuri chez Glénat vient de paraître dans la collection Kids. La mangaka y imagine un endroit idéal pour les braves toutous qui ont quitté ce monde. Ils peuvent y devenir pompiers, pâtissiers et bien d'autres professions encore, tout en continuant à veiller de loin sur leur maître adoré. En quelques pages, l'auteur sait faire mouche de manière terriblement efficace. Certains pourraient trouver ça mièvre, mais qui n'a jamais dû être confronté à la perte d'un animal de compagnie? Quoi? Non, je pleure pas. C'est une poussière dans l'œil. Je vous ai compris! À propos de quoi? D'une manière générale, Juste pour rappel, Astérix et le domaine des dieux est sorti le 26 novembre dernier. Ce dernier long métrage de l'irréductible gaulois, co-réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier, fait plaisir à voir. Cela faisait un moment que de telles gauloiseries n'avaient pas été aussi rafraîchissantes. Le film se paie le luxe de quelques moments de grâce sans trop abuser des références. Le traitement des personnages est également intelligent, ne serait-ce qu'Obélix, qu'on pensait pourtant connaître par cœur. Le film a fait un très joli démarrage en salle. Si certains ne l'ont pas encore vu, une interview du réalisateur est d'ailleurs disponible au sein de la récente soirée Katsuka sur le site de l'émission ou sur Noko. La motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable. Pour ceux qui voudraient découvrir un peu en avance, le dernier film du studio Ghibli, Souvenir de Marnie, 2 avant-premières ont lieu bientôt sur Paris. Il sera possible de voir le nouveau long métrage de Yonebayashi Hiromasa, réalisateur auparavant d'Ariety, le 7 décembre au Forum des Images pour clôturer le Carrefour du cinéma d'animation 2014, mais aussi dans le cadre du festival Kinotayo le 13 décembre à la Maison de la Culture du Japon. Sans oublier que le film sort dans les salles françaises le 14 janvier 2015. À l'occasion du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, qui s'est tenu à Montreuil entre le 26 novembre et le 1er décembre dernier, nous avons pu croiser un tout nouvel éditeur jeunesse spécialisé dans les œuvres japonaises.
Yoake, ce qui veut dire l'aube en japonais, un nom frais comme le matin naissant. S'il est tourné vers le Japon, le jeune éditeur a déjà une idée de ce qu'il cherche. C'est vraiment des thèmes universels, même un graphisme qui n'est pas forcément connoté. Japon, c'est plutôt une sensibilité qu'on recherche. Et donc ça ne nous intéresse pas d'avoir forcément un personnage à la Kirby très kawaii qui sourit tout rose. Voilà, plutôt non, quelque chose qui parle à tous les lecteurs. Pour son lancement durant le salon, Yoake avait invité Shimada Yuka, l'auteur de Bamekero, à la rencontre de son public français. Il préparait également de nombreux titres à présenter dans les mois à venir. Ce qui est bien, c'est que c'est une série en fait, Bamekero. On a 5 albums en tout pour le moment. Donc il y a 2 albums qui sortent en cette fin d'année, 3 autres sont prévus courant 2015. Donc c'est des séries qui vont continuer comme ça. Et il y a une autre auteure, donc vraiment nous le coup de cœur là chez Yoake, qui s'appelle Nakaya Miwa, qu'on va lancer donc l'année prochaine avec 2 titres. Donc le premier qui sera Les Petits Pastels, une histoire de boîte de crayons de couleur magnifique, voilà. Et en fait voilà, ça va être là aussi des séries, hein. On a 3 tomes pour cette série, son autre série en compte 4, donc voilà, on va revenir avec des univers qui vont s'étaler sur plusieurs tomes. Pour commencer, c'était donc Bam le chien et Kero la grenouille qui étaient à l'honneur sur le stand de l'éditeur qui prenait la forme de la maison des 2 personnages. Au Japon, après 5 albums, la série fête ses 20 ans et il a pu se vendre 1 million d'albums des 2 compères. Son auteur, Shimada Yuka, venait pour la première fois en France, une première occasion pour elle également de côtoyer des enfants français. コンテストをやってるので一生懸命絵を描いている子がいて、で日本ではなかったんですけど、フランスの子供はこのバムを猫だっていう子が多くて、これ犬なんですけど、それが面白いなと思って、ね、フランスの子供たちにはこれが猫に見えるんだなと思って、それが面白かった。Un premier contact rafraîchissant pour l'auteur qui vit en ce moment au Canada, ce qui explique en partie peut-être le fait que son style ne s'affirme pas immédiatement en tant que japonais. Ses personnages évoluent dans les décors souvent familiers. Pourtant, cela ne relève pas forcément d'une démarche consciente de l'auteur. 日本人の子とかあんまり考えないで、自分の描きたいものを描いたらこういうのになったっていう感じ。どうなんでしょう。私が好きなものばっかり描いてるので、わからないんですけど、皆さんがこう私と同じように楽しんでくださったらいいなと思って、細かい絵がすごく私は好きなので、細かくいろいろ描いてるので、細かいものを探して楽しんでほしいです。Les aventures toutes mignonnes de Bamekero sont un régal à découvrir pour les plus jeunes. Ils permettent une fois de plus de prendre conscience que les artistes japonais ne sont pas tous formatés pour paraître dans le magazine Jump et qu'il reste toujours des œuvres et des artistes à découvrir. Cela semble être un des buts que le jeune éditeur Yoake s'est fixé dans les mois qui viennent. Alors je sais pas à quoi vous jouez en ce moment sur votre smartphone, mais moi c'est surtout Love Live, School Idol Festival, un jeu de rythme super sympa qui vient du Japon et il a été traduit en anglais à partir de mai de cette année. Et il est vachement sympa parce que il y a une petite facette RPG parce qu'on monte notre équipe d'idoles et on peut les leveler. On sacrifie d'autres filles pour leur faire gagner de l'expérience et on peut aussi les transformer. Et plus on a des cartes rares, du coup plus on a des idoles rares, plus on peut faire de meilleurs scores lors des events par exemple, ou juste gagner des récompenses. Et ce jeu, il est assez sympa parce que il se base pas que sur le score. On a aussi des récompenses quand on est bon. Du coup si on fait un full combo mais qu'on a une team un peu mauvaise parce qu'on a des cartes plutôt faibles, on a aussi des récompenses. Maintenant, pourquoi on est là ? Les enfants ? Vous savez pourquoi on est là? Ah, les enfants, on est vendredi. Et le vendredi, c'est... Le vendredi, Catherine! Ça va, Catherine, là, le melon? N'importe quoi, ça sort d'où, ça? Bah, c'est vous avez... Non, enfin, attends, Catherine, t'es une tueuse, hein, ça y a pas de problème. Mais on va pas se mettre à faire du favoritisme. D'autant que le vendredi, c'est détente. Du coup, on va y aller, mais dans la détente. Parce qu'on est vendredi. Et que le vendredi, c'est détente. Allez, go. Oui, c'est vrai. Non, là je verrais plutôt une approche classique, non? Pour changer. Les blablagues de Laurence d'Arabie.
Ça c'est bien ça Marion, les blablags de Laurence d'Arabie, parce que c'est détendu. Et moi j'avais Katsu Katamari. Non, Hervé. Le problème c'est que regarde, là on est vendredi. Le vendredi c'est détente. Ouais. Et toi t'es tout tendu. Ouais. Alors du coup tu dis n'importe quoi. C'est un problème ça. Ouais. On va se détendre tous les deux, ensemble. Ouais. Tu me suis? Ouais. Inspire. Expire. Inspire. Non mais arrête Hervé, tu vois pas qu'il se fout de ta gueule? Oh non. Ok, c'est parti. Les blablags de Laurence d'Arabie, c'est bon, tout le monde. Merci Marie. Les blablags de Laurence d'Arabie. Oh, hey, vous êtes là. Hey, c'est Laurent Charrier, il est dans le désert, et du coup, c'est les blablags de Laurence d'Arabie. Et je raconte mal aussi. Non mais, je vais la refaire. Je me suis rendu compte, en entrant dans la vie active, qu'on avait de moins en moins de temps de se poser, de jouer à des longs RPG comme avant, et on joue de plus en plus sur les smartphones. Donc à part à Love Live, je joue aussi à Terra Battle, qui est un petit jeu tactical RPG super sympa, qui reprend un peu les principes de Puzzle & Dragons au niveau des déplacements. Et les illustrations sont magnifiques, le jeu est gratuit bien entendu, et sur le site on peut voir combien de personnes ont téléchargé le jeu, et plus il y a de personnes qui téléchargent le jeu, et plus on atteint des paliers avec des récompenses. Donc il y a quelques jours on a atteint le palier des 900 000 téléchargements, on a eu accès à l'OST du jeu à télécharger gratuitement. Donc c'est super sympa, n'hésitez pas à le télécharger puisqu'il est gratuit et vous n'avez rien à perdre à part du temps. D'ailleurs, sur nos lives, on a un extra live justement sur Terra Battle, donc si ça vous intéresse. Et tout de suite, un reportage sur le Toulouse Game Show 2014, dont les images ont été rapportées par Genshi Tony. En 2007, quelques mois après No Life, est née une convention du Sud. Une convention à l'ancienne quelque part, mais qui avait l'ambition de proposer quelque chose de neuf à Toulouse, quelque chose de concret. Un lieu d'échange, de découverte, mais surtout de réunion pour ceux qui partagent une passion commune pour le Japon, la BD, le jeu vidéo, et ces autres loisirs qui ont tous pour point commun de n'être compris que par ceux qui les comprennent. Toulouse Game Show, un nom de convention qui a été plus choisi pour le plaisir du bon mot, avec cette référence savoureuse au Tokyo Game Show, même si le nom ne reflète pas vraiment le contenu. 7 ans plus tard, pendant que No Life missionne financièrement, le Toulouse Game Show, lui, est en pleine forme. D'abord, il a une croissance raisonnable. Pendant 5 ans, le TGS a pris ses marques, chargé patiemment son énergie, pourcent par pourcent, pour finir par obtenir le label Convention de qualité. Puis c'est le plongeon dans l'inconnu, le saut de la foi, l'arrivée dans la cour des grands. L'espace Diagora, c'était bien, mais trop petit pour une armée de cosplayers et de pèlerins avides d'aventure, venus en découdre avec les stands de Bento Box et de peluche Totoro aussi officiels qu'une vidéo de Lina sur YouTube. Il fallait voir plus grand. En 2012, on déménage au parc des expositions de Toulouse. Plus de place, plus de monde aussi. Cette année encore, pas moyen de s'ennuyer. Les activités foisonnent, les conférences pullulent et les stands bourgeonnent autour des allées. Et en plus, une nouvelle thématique est venue rejoindre le salon. Alors cette année, on a pour la première fois le pôle comics qui a été importé sur la grande version du TGS avec une douzaine d'auteurs. On a des auteurs qui viennent un petit peu de partout au niveau mondial, américain, on a de l'anglais, de l'espagnol. Alors il y a vraiment une montée en fait du comics. Alors ils sont là en dédicace, en conférence, donc ça c'est une grosse nouveauté sur ce salon. Ensuite on essaie de mettre en avant des nouveaux pôles pour compléter en fait tout ce qu'on faisait déjà jusqu'à présent, c'est-à-dire le classique du jeu vidéo manga. On a un gros pôle sur la littérature fantasy, avec toujours pareil, donc des éditeurs, des maisons d'édition qui sont présentes et qui amènent des auteurs également en dédicace, mais bien spécifiques, des auteurs vraiment sur de la fantasy, de l'heroic fantasy.
Donc ça c'est vraiment les deux grosses nouveautés. Et on va dire notre petit coup de cœur cette année, c'est que pour la première fois on arrive à faire venir des éditeurs de jeux vidéo en nom propre. Donc on est très fiers d'accueillir Capcom, Big Ben Interactive sur le salon avec les vraies équipes de chez eux. L'espace culture traditionnel du Japon s'est aussi beaucoup développé, et pour cause. Il est placé désormais sous le haut patronage du consulat général du Japon à Marseille. Et ils ont plutôt bien fait leur taf, ce qui a permis aux curieux de faire les Hikaru no Go en vrai avec le son des taiko en BGM. Et ça, c'est quelque chose. Comme chaque année, grosse affluence pour les youtubeurs les plus populaires, qui drainent toujours une foule compacte et motivée, prête à endurer une demi-journée d'attente pour un petit mot ou un selfie. Pendant ce temps, les conférences de Frédéric Reynal et Paul Cuisset, si elles étaient loin d'être désertes, attiraient quand même moins de monde. Un peu dommage quand on sait que l'un comme l'autre ont un sacré parcours et qu'en plus, ils savent en parler. Mais on oublie ça très vite dès qu'on croise le stand de l'association Toulouse Multiball. Là, je pourrais vous dire que les images parlent d'elles-mêmes, mais je vais quand même parler dessus. Parce qu'il faut que je dise qu'une cinquantaine de flippers en free-play, c'est flippant. Non seulement c'est pas banal, mais c'est même carrément bienvenu. High level aussi au niveau du cosplay, avec de l'armure, du props, du Kratos et de l'Ivy. Mais tout ça, on le verra en détail dans un prochain numéro de Costume Player. Enfin, mais vous le saviez déjà, les idoles du groupe Pink Babies sont venus se produire sur la scène du TGS. On a les Pink Babies en fait, un groupe d'idols en fait japonais qui fait le déplacement exprès pour nous. Alors malheureusement on ne peut pas avoir tout le groupe parce qu'elles sont très nombreuses, mais elles viennent, si je ne me trompe pas, 8 ou 10 je crois. Donc ce qui est quand même impressionnant. Ce Toulouse Game Show 2014, c'est donc une affluence toujours en augmentation, et malheureusement aussi quelques problèmes de gestion de foule, avec des billets pré-vente qui ont parfois mis 3 heures à rentrer, une chaleur étouffante dans les allées qui ont même entraîné quelques malaises, une scène principale trop proche de l'espace jeux vidéo, et donc au son rapidement couvert par le bruit ambiant. Mais le TGS, c'est aussi une ambiance détendue, des activités à ne plus savoir qu'en faire, et des invités qui méritent qu'on se bouge pour aller les voir. Une convention qui continue à se développer donc, et qui, nous promettons, mettra tout en œuvre pour régler les principaux problèmes en vue de la prochaine édition. Je préfère rassurer tout le monde, on a bien vu qu'il y avait quelques petits couacs ici ou là parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient. On ne s'endormira pas sur nos lauriers, on fera de mieux en mieux en termes d'accueil, en termes de file d'attente, voilà, en termes de panel d'invités, de planning scène, de planning amphi, pour proposer un maximum de conférences diverses et variées sur toutes les thématiques qu'on aborde. Je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui votaient pour le J-Top et c'est un peu triste. On devrait, je pense, faire plus de pub autour de nos amis qui écoutent de la J-Musique parce que 1600, 1700 votants, c'est vraiment rien. Et puis c'est important le J-Top puisque les informations sont remontées aux maisons de disques au Japon. Et ça coûte rien. Donc inscrivez-vous et puis votez pour le J-Top, c'est important. Soutenez les artistes que vous aimez. Et maintenant, les oubliés de la Playhistoire sur Autorace. Mes chers enfants, avec près de 100 leçons de Playhistoire au compteur, je suppose que vous avez enfin compris le concept de ce cours. Quelqu'un peut-il me le rappeler? J'ai l'embarras du choix, hein, Xbox, je t'écoute. Non, pas vraiment. On essaie surtout ici de mentionner des jeux méconnus et qui avaient pourtant de quoi marquer la Playhistoire. On parle donc de pépites oubliées pour manque de moyens marketing ou encore de concepts bien trop avant-gardistes pour avoir trouvé leur public à l'époque. Mais parfois, il existe des jeux oubliés pour la simple et bonne raison que d'autres parviennent à leur piquer la vedette. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Autorace de Mattel Electronics. Vous connaissez évidemment tous les Game & Watch, ces petits jeux électroniques inventés par Nintendo en 1980 et utilisant de façon très ingénieuse les écrans LCD, jusqu'alors réservés à l'affichage sur calculette. Le succès de ces jouets, avec leurs personnages et leurs mimiques très attachantes, a rapidement semé le trouble dans la fragile étude de la Playhistoire.
Et oui, aujourd'hui, beaucoup de gamers sont persuadés que ces gadgets made in Japan sont les premiers jeux électroniques du monde. Mais qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qu'il y a, iPhone? On peut savoir pourquoi tu ricanes comme ça? Ouais, tu peux te moquer. Hein. C'est sûr qu'avec 35 ans d'avancée technologique dans les circuits, tu es forcément plus performante que ces Game & Watch. Cela dit, hein, si je puis me permettre, hein, j'ai jamais entendu personne se plaindre que son Game & Watch s'était plié rien qu'en l'insérant dans la poche arrière de son pantalon. Eh bien non, les Game & Watch ne sont pas les premiers jeux électroniques de l'histoire. Celui qui est aujourd'hui considéré comme le pionnier en la matière est donc Autorace, de la société Mattel Electronics. Une fois sorti de sa boîte joliment illustrée, ce tout premier Portable Electronic Game se présente comme une machine relativement compacte et design. La machine s'utilise avec une pile 9 volts et offre une autonomie d'environ 15 heures de jeu. L'écran proposé ici n'a évidemment rien à voir avec les beaux écrans de smartphone ou même de Game & Watch. Ici, on se contente de minuscules ampoules LED. Les enfants, hein, c'est facile de se moquer quand on a profité d'avancées technologiques impressionnantes, sans même lever le petit doigt. N'empêche qu'à l'époque, l'imagination des enfants faisait la différence et cela restait vraiment très fun à jouer. Car même si ça ne se voit pas forcément sur l'écran, Autorace vous place comme son nom l'indique au cœur d'une trépidante course de bolide. Le but du jeu est de parvenir à boucler 4 tours de piste en moins de temps possible. Votre Formule 1 est représentée par la LED la plus lumineuse et avance régulièrement le long du circuit, du bas vers le haut. La machine considère que vous avez réalisé un tour complet lorsque vous atteignez la ligne la plus haute. Les véhicules concurrents, eux, moins lumineux, arrivent bien entendu en sens inverse et vous devrez les éviter en changeant rapidement de couloir grâce au bouton de contrôle. Oui Vita. Ah non, ici il n'y a pas vraiment de notion d'accident. C'est un petit peu plus subtil et ingénieux. En effet, pour contourner les insurmontables limitations d'affichage, le père du tout premier jeu électronique du monde, George J. Close, a eu la brillante idée d'imaginer un système dans lequel les voitures ne vont pas s'entrechoquer, mais plutôt se gêner. Du coup, quand votre véhicule arrive derrière un bolide plus lent, ce dernier va logiquement vous ralentir et vous faire reculer avec lui le long de la route. Vous n'aurez donc qu'à le doubler pour tenter de regagner quelques précieuses secondes. Surtout que le génial George J. Close, game designer, a aussi eu l'idée d'insérer dans son projet 4 vitesses différentes qui vont évidemment beaucoup influer sur la vitesse de défilement des véhicules. Bref, on imagine sans peine que les enfants de l'époque se défiaient à tour de rôle pour savoir lequel parmi eux serait le plus adroit et le plus rapide. Je dois bien l'avouer, aujourd'hui encore et en dépit de sa simplicité, Autorace de Mattel Electronics reste franchement agréable à jouer. Oui 3DS, je t'écoute. Si ça a eu du succès, oh bof, au-delà de toutes les prédictions. Si l'on en croit Howard Cohen, un ancien employé de Mattel Electronics, le jeu devait être distribué par la grande chaîne américaine Sears. Mattel prévoyait la production de 500 000 pièces. Mais comme il s'agissait d'un produit électronique d'un genre nouveau, les commerciaux de Sears étaient plutôt réticents. Ils ont tout fait pour convaincre le fabricant de ne produire que 100 000 unités d'Autorace et de Football, le deuxième jeu de la série Mattel Electronics. C'est ainsi que la production s'est totalement arrêtée après ce premier slot de 100 000 exemplaires. Sauf que les stocks ont fondu comme un plat de sushi dans une soirée presse jeux vidéo. En urgence, Sears a donc fait savoir qu'il lui fallait en réalité 200 000 exemplaires supplémentaires. Ces derniers ne suffiront pas eux-mêmes, puisqu'au mois de février 1978, ce sont déjà plus de 500 000 exemplaires de chaque modèle qui ont trouvé preneur rien qu'aux États-Unis. Inutile de préciser qu'avec ces excellents résultats, Mattel Electronics ne s'est pas privé d'imaginer une gamme complète de modèles utilisant la technologie des LED. La plupart des modèles, sur la vingtaine de la gamme, s'écouleront même à plusieurs millions d'exemplaires aux 4 coins de la planète. Bref, si l'on compare à la moyenne de vente mondiale des Game & Watch, qui avoisine les 700 000 unités par titre, on se rend compte que la performance de Mattel est absolument remarquable. Eh oui les enfants, aujourd'hui les gamers ne parlent plus que des Game & Watch et ont totalement zappé les Mattel Electronics. La faute peut-être à une gamme trop poussée vers le sport et donc rapidement noyée au milieu de clones sportifs sans âme et sans charisme. Eh ouais, il n'a pas la puissance de séduction d'un personnage Nintendo qui veut. Voilà mes enfants, ce sera tout pour aujourd'hui et j'espère que vous retiendrez les noms Autorace et George J. Close qui ont joué un rôle essentiel dans la préhistoire. Et pour la semaine prochaine, je vous demande de vous imaginer, vous, dans 40 ans. À mon avis, certaines risquent bien de finir comme sujet principal dans un futur cours des oubliés de la préhistoire.
voilà, l'émission est presque terminée. N'oubliez pas Love Live qui est gratuit, Terra Battle qui est gratuit aussi. Et puis faites la com autour de la J-Music et du J-Top, votez. Voilà, bon bah moi c'était super cool No Life, peut-être qu'on se reverra en convention. Ciao.